l'énergie d'une passion. Aujourd'hui, dans Automoto, le bol d'or. Dans 4 heures, tout sera joué avec Jean-Louis Bernardelli et Laurent Corric. Formule 1, Grand Prix d'Espagne avec José Rosinski, l'hiver sera rude. Essai, Maserati, Pescarolo, bellissima. Concours, deuxième semaine, deuxième question pour gagner une Renault 21 Manager avec Henri Pescarolo. Automoto, c'est maintenant. Le bol d'or, c'est l'un des très gros coups de l'année. On vient ici de partout en Europe pour un de ces rendez-vous légendaires dont on pourra dire plus tard « j'y étais ». On a parfois tendance à oublier que la réussite du bol d'or, ce sont eux qui l'ont fait, les spectateurs. 40 000 ici, des millions dans l'année, sur d'autres courses, qui ont fait de la moto le sport le plus populaire de France, juste après le football. Ils ont aussi fait d'Automoto une messe dominicale. Ce petit clin d'œil en début de reportage est aussi un message « merci d'exister ». Mais ceux qui font la magie de la moto, ce sont les pilotes. En endurance, les Français sont champions du monde. Le bol d'or est donc un rendez-vous planétaire, à tel point que les pilotes de Grand Prix viennent aussi en découdre pendant des heures. Cette année, toutefois, et pour la bonne raison qu'il n'avait pas de moto, Christian Saron n'est pas sur la piste. En revanche, il prend des photos. Des photos de filles qui font de la moto. Véronique Parisot, Tony Sharpless, Kathleen Coburn, une Française et 2 Canadiennes pour une séquence intitulée « 3 femmes et un coup qui pourrait être fin ». Avant la course, l'ambiance est encore à la rigolade et le moral est au beau fixe. Je suis tout à fait confiante quant à la qualité physique, psychique de Kathleen, Tony et moi-même. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre un homme ou une femme. En fait, leur seul problème vient du langage. Tony et Kathleen doivent passer par un interprète pour donner leurs consignes aux mécaniciens. Dans ces moments-là, ce sont les mains qui parlent le mieux. Au guidon d'une Yamaha FZR, Véronique Parisot prend le départ de son 5e bol d'or. Confiante, la Française met les gaz et couvre un tour avec seulement 9 secondes de plus que Dominique Saron. Les 2 Canadiennes roulent également sans complexe, championnes de course sur herbe et sur glace dans leur pays. Elles se sont classées 10e aux 24 heures du Mans. À défaut d'être l'équipage le plus rapide, nos 3 motards peuvent se vanter d'être le plus sympathique, bien que ce ne soit pas forcément l'avis de tous les pilotes masculins, souvent humiliés de se faire doubler par des femmes. Rageant, non ? Cela dit, le bol d'or est majoritairement une affaire d'hommes. Il y a ceux qui sont archi connus, et puis aussi les connus, les moins connus, et enfin les pas connus du tout. Qu'à cela ne tienne, et c'est une grande originalité de cette course, tout le monde y trouve son bonheur. 15 heures, c'est parti. Problème. Cette année, le bol a lieu très tard dans la saison et la météo est mauvaise. Il fait froid, humide. Le petit air estival des années précédentes, oublié. Cela n'empêche pas Dominique Saron de prendre la tête. Pour Honda, ce serait une belle revanche sur la saison d'endurance qui a vu Suzuki terminer champion du monde. Mais sur la Suzuki numéro 1, Moineau, Krien et Le Bihan n'ont pas l'intention de se laisser faire. Pendant les premières heures de course, ces 2 motos se font une guerre totale. À un moment, Suzuki reprend la tête, en bousculant un peu au passage Véronique Parisot. Il arrive à ma hauteur, bon, je pensais qu'il avait compris, je me poussais, mais non, ça lui a pas suffi. Il m'embarque avec lui et comme il a accéléré plus tôt, bah, il m'a embarqué mon bracelet carrément, avec ma main. Chez Honda, on est complètement rodé aux ravitaillements éclairs. Sur la Japoto numéro 4, admirez la vitesse d'exécution, le plein, le changement des 2 roues, plus un petit coup de chiffon en 30 secondes. Pendant ce temps-là, l'équipage numéro 3, celui de Dominique Saron, Alex Vieira et Christophe Weben, passe en tête. Pour eux, tout va bien. Qu'est-ce qui change entre une moto de Grand Prix et une moto d'endurance ? Ça se pilote, quelles sont les différences au niveau du pilotage ? D'après les dires de Roger Burnett, une moto d'endurance maintenant se rapproche sensiblement d'une 500 de Grand Prix. Mais bon, moi je n'ai jamais eu la chance de rouler vraiment avec ce genre de moto. Ce sera pour la Donc voilà, oui. Je peux les comparer uniquement
par rapport au 250. Donc c'est quand même plus lourd, c'est un moteur 4 temps, donc avec beaucoup plus de couple. C'est une moto qui freine beaucoup moins bien naturellement qu'une 250. Donc tout est différent, il a fallu que je me réhabitue progressivement et puis bon, là maintenant ça vient. Le soir tombe et pour certains, les soucis commencent. À cette période de l'année, il fait sombre dès 18h30. Alors que les chutes se multiplient, la Kawasaki numéro 5, pilotée par Samin, Morias et Lanteigne, vient se joindre au duel Honda-Suzuki. La Honda Japoto numéro 4 vient aussi jouer avec les grands. 4 motos dans le même tour, c'est une très belle bagarre. Hélas, ça ne durera pas. Chez Suzuki, on cherche à garder le contact. Pourtant, la Honda de Dominique Sarron s'éloigne. Aux alentours de minuit, la Kawasaki chute et abandonne. La Honda Japoto de Mattioli, Burnett et Guignabaudet prend la 3e place. En tête, on ne fait pas de cadeau. La Honda numéro 3 prend un tour, puis 2 tours, puis 3 tours d'avance. Et pendant ce temps-là, la fête du bol d'or bat son plein. Et puis, à 5h30 du matin, l'ouragan s'est abattu sur le circuit. La piste est noyée sous 10 cm d'eau, la course est arrêtée. À l'heure où nous envoyons ces images à Paris, elle n'a toujours pas repris. Inimaginable? Oh, cela prouve simplement qu'à moto, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Senna en pôle, Prost deuxième. Les McLaren ont eu beau se montrer les plus rapides aux essais, elles n'ont pas pour autant dansé le flamenco autour de leurs adversaires, puisque 3 Atmos ont tourné dans la même seconde qu'elles. C'est qu'à Jerez, sur la piste comme dans l'arène, l'agilité peut mater la force brutale, que ce soit celle du taureau ou celle du turbo. Donc, sur ce tracé sinueux, plus encore qu'à Estoril dimanche dernier, chacun devrait avoir sa chance et la suprématie des McLaren Honda pourrait être encore plus menacée, d'autant qu'insensiblement, la marge de supériorité dont elle disposait au début de la saison tend à se rétrécir. Ron Dennis, qui règle cette extraordinaire machine à gagner, ne se fait d'ailleurs pas prier pour en convenir. Il est clair que nos concurrents se sont rapprochés de nous. Mais il est sûr aussi que nous avons modifié notre approche pour nous concentrer davantage depuis quelques courses sur la fiabilité plutôt que sur les performances de nos voitures. De plus, on peut se demander si la bagarre Senna-Prost d'Estoril n'a pas lézardé de manière plus profonde que les intéressés ne le prétendent la belle façade d'unité qu'ils avaient réussi à préserver jusque-là. Ron Dennis ne nie pas la gravité de la situation. Je sais, parce qu'il me l'a dit, ainsi qu'à Alain d'ailleurs, qu'Ayrton n'est pas particulièrement fier de ce qu'il a fait. Il se justifie en avançant un certain nombre d'explications, mais pour ma part, je ne sais pas si 2 faux égale un vrai. La vérité, c'est que notre équipe vit actuellement dans un environnement très tendu. C'est un fait indéniable que les médias font de leur côté de leur mieux pour amplifier, pour monter en épingle toute friction décelée dans notre équipe. En ce moment, notre position dominante agace un petit peu. On s'ennuie. On voudrait bien voir nos 2 pilotes sauter de leur voiture après les essais ou à la fin de la course et s'insulter ou se taper dessus. Autre facteur jouant à l'avantage des voitures à moteur atmosphérique, ici à Jerez, Goodyear fait débuter des pneus d'un nouveau type conçus en vue de la saison 89. Ceux qui équipent les turbos pourraient avoir du mal à boucler la distance de la course. Cependant, hyper motivés par leur duel pour le titre, Senna et Prost ont encore réussi à s'imposer et à monopoliser la première ligne, conscients qu'ils étaient l'un et l'autre de l'importance capitale de cette situation stratégique sur un circuit où, comme à Monaco, il est pratiquement impossible de doubler. Ceci fut d'ailleurs illustré par un tête-à-queue de Senna alors qu'il dépassait Gugelmin hier après-midi. Autre incident, cet accrochage Patrese-Bailey
qui a empêché l'Italien de défendre la place en deuxième ligne qu'il avait alors acquis. Mansell a attaqué à outrance comme d'habitude et il a abîmé le dessous de sa voiture vendredi sur une bordure. Hier, il a dû s'incliner face au McLaren, mais il a tenu tête au Benetton dans l'ordre Boutsen-Nannini qui ont pris le meilleur sur les marches, lesquels ont un petit peu déçu après la brillante performance de Capelli à Estoril. Fort heureusement, tous les pilotes et toutes les voitures françaises se sont qualifiés et seront tout à l'heure au départ de ce Grand Prix d'Espagne. En direct donc tout à l'heure sur Canal+ à partir de 14h05 et ce soir sur TF1 dans Sport Dimanche Soir, un long résumé sur ce Grand Prix qui s'annonce palpitant. Si on effectuait un sondage sur les noms les plus évocateurs de sport automobile, je suis certain que Maserati serait encore souvent cité. Pourtant, on n'a pas vu les voitures arborant le trident sur un circuit depuis plus de 20 ans. La légende est tenace. Sur la route, vous n'en avez sans doute pas souvent rencontré. Ça devrait changer. Le dynamique André Chardonnay distribue depuis cet été toute la gamme Maserati. Dans sa livrée rouge, le coupé 222 est très spectaculaire. Pourtant, ces lignes commencent à dater. La finition intérieure et la qualité des matériaux employés supportent la comparaison avec les voitures les plus luxueuses du monde. Par contre, les couleurs, c'est une question de goût. Moi, personnellement, j'aime pas beaucoup. L'équipement est complet, on dispose de l'air conditionné en série. Les sièges sont confortables, mais le maintien latéral est notoirement insuffisant en virage. La vraie sportive de la gamme, à l'inverse de ce que l'on pourrait croire, c'est la berline, la 430. Discrète mais élégante, cette limousine cache bien son jeu. Un superbe moteur V6 de litre 8 double turbo lui interdirait tout contrôle antidopage. Un énorme couple de 40 mètres kg lui procure un agrément de conduite incomparable. Ses 250 chevaux la propulsent à plus de 240 km/h. Le kilomètre départ arrêté est franchi en moins de 27 secondes. C'est tout à fait exceptionnel. Le coupé, avec son petit 2 litres, est beaucoup moins enthousiasmant. Même luxe à l'intérieur, même raffinement, mais 4 vraies places. Quand on est au volant d'une Maserati, on est forcément exigeant. Les voitures modernes savent maintenant concilier le confort et la tenue de route. S'il n'y a rien à dire côté confort, on arrive vite aux limites de la suspension en attaquant. C'est vraiment dommage car l'équilibre général est très bon et la conduite plutôt amusante. Mais avec un tel tempérament et un prix aussi attractif, on est prêt à beaucoup pardonner.
Bonjour, vous commencez à connaître cette voiture. Si vous répondez à toutes les questions que je vais vous poser ce mois-ci, vous allez pouvoir gagner la Renault 21 Manager. C'est une série limitée qui ne manquera pas de vous étonner. Dans sa version GTX, on a monté le moteur 2 litres à injection et allumage électronique. Une puissance de 120 chevaux autorise une vitesse de pointe de 200 km/h sur circuit. La Renault 21 Manager est également disponible en version turbo-diesel avec un moteur de 2068 cm3 pour une puissance de 88 chevaux. Caractérisée par la richesse de ses équipements, elle existe en 8 versions, berline et Nevada, essence ou diesel. Cette Renault 21 Manager vous intéresse? C'est très simple, jouez avec nous. Tous les dimanches, regardez l'émission Automoto, on vous y présente une séquence sportive. Chaque dimanche, je vous pose une question différente. Vous devez répondre à ces questions. Pour y répondre, il est impératif que vous disposiez d'un bulletin réponse. Vous ne le trouverez que dans l'action automobile. Et en plus, on vous donnera quelques conseils pour vous aider dans vos réponses. Dimanche dernier, on vous a présenté un rallye. Je vous posais la question de quel rallye s'agissait-il? Aujourd'hui, deuxième séquence, deuxième question. Un pilote a été sacré champion du monde des rallyes à l'issue de cette épreuve. Qui était-ce?